Bonjour, bienvenue à notre podcast Identity Dialogue. J'aimerais présenter Naïli, une Française qui habite à Londres. Bienvenue Naïli. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais bien commencer le podcast avec un petit exercice que je fais avec les invités. Imaginez qu'il y a un petit cercle au milieu d'un papier et autour de ce cercle, il y a des petits cercles qui te décrit. Et il y a des mots, des descripteurs qui te décrivent. Est-ce que tu peux me dire quelques descripteurs, quelques mots qui te décrivent? Oui, en mots qui me décriraient, je pense que je mettrais famille, sœur, cousine, voyage, euh, culture au pluriel, euh, la Terre, la Terre, le globe, le monde et l'univers. Et par rapport à ces mots, est-ce que il y a une histoire que tu peux me raconter où tu étais très heureuse ou très fière de un de ces descripteurs? Euh, je pense que je prendrais les voyages parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays différents au cours de ma vie pour différentes expériences personnelles et professionnelles. Et ces voyages m'ont permis aussi de devenir la personne que je suis actuellement. Et avec le voyage, ça englobe aussi un petit peu tous les autres mots qu'il peut y avoir. Parce que ça m'a permis de découvrir des pays, de découvrir les cultures des pays, de découvrir, plus important que tout, des nouvelles personnes qui sont devenues des personnes qui me sont très très proches et indispensable à ma vie aujourd'hui. Et, ça englobe du coup aussi la Terre enfin, le monde et puis l'univers dans lequel nous habitons tous et toutes. Et c'est aussi du coup lié à ma famille parce que j'ai grandi en France, mais je suis franco-marocaine, donc j'ai aussi de la famille qui habite au Maroc. Donc dans le voyage, il y a aussi le retour pour tous les ans pour retourner voir ma famille au Maroc et du coup pour rassembler aussi les personnes qui peuvent m'être proches, que ce soit par le sang, par le cœur, par différentes formes de liens. Ouais, je pense que c'est celui qui englobe l'ensemble des mots, le plus de mots que j'ai pu citer avant. Ok, super. Donc, est-ce que l'autre côté, est-ce que tu peux me raconter une histoire où tu étais un peu moins fier, ou c'était un peu plus douloureux, ou oui, que Euh, Bah, il n'y a pas de mots dans ceux que j'ai cités où je serais moins fière. Euh, j'ai choisi que des mots qui me correspondent, mais qui me correspondent profondément sur lesquels justement j'essaie de me construire, enfin qui m'ont construit et que j'essaie de continuer à me construire dessus. Après, dans le mot voyage, il y a aussi du coup des moments qui sont moins évidents, parce que c'est pas toujours évident d'être loin de ses proches, c'est pas toujours évident d'arriver dans un nouveau pays, dans des nouvelles cultures, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça se fait pas de manière facile, ça se fait même de manière jamais facile, même si on est habitué. Et donc, je pense que le mot correspond aussi à ce niveau-là, mais c'est pas un regret ou c'est pas quelque chose de négatif. Ça fait juste partie de l'expérience et c'est ce qui, en tout cas, moi, me permet aussi mais je pense pour d'autres personnes aussi, de continuer à se construire et de continuer à évoluer, justement. donc en fait, le fait d'avoir des choses douloureuses, c'est aussi en fait positif parce que tu évolues avec. Euh, oui et non. Enfin, dans ce contexte-là, avec ce Ok, voyage-là, je vais pas pas pour. baser la douleur et je pense qu'il y a des douleurs dont on n'en a absolument pas besoin et que même si
j'ai conscience que chaque expérience, même si elles sont douloureuses, permet de construire sur les personnes que l'on devient. Je pense qu'il y a quand même certaines expériences qu'on n'a pas besoin de connaître et qu'on n'a pas besoin d'expérimenter. Mais en tout cas, pas dans les mots que j'ai cités et pas, certainement pas dans le voyage, dans les voyages au Su- pluriel. Super. Alors, est-ce que, en fait, tu as dit que tu étais français, franco-marocain? Oui. Est-ce que tu peux dire un peu comment ces deux côtés interagissent dans ton identité? Oui, bien sûr. Alors, je suis franco-marocaine par mes parents et dans mon... Bah, je pense que déjà, le premier point, c'est que du coup, ça interagit pas avec mon identité, mais avec mes identités. Euh, j'aime pas beaucoup le singulier des choses parce que ça me donne toujours l'impression que ça essaye de réduire à quelque chose d'unique et d'inamovible, surtout en parlant d'identité, qui n'est pas le cas. Euh, Mes parents nous ont toujours appris que c'était pas une soustraction, mais c'était une addition. Et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, elles sont elles étaient entièrement d'accord avec moi que je suis pas marocaine ou française, française ou marocaine. Je suis les deux. Je suis française et marocaine. Je suis marocaine et française. Peu importe l'ordre dans lequel on va mettre ces deux mots-là. Mais et du coup, ça me permet, oui, vraiment de faire mes identités. Je vais jamais choisir entre mon identité française ou mon identité marocaine. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça me demanderait de choisir entre deux de mes parents, ce qui n'est absolument pas possible. Mais au-delà même de choisir entre mes deux parents, ça me demanderait de choisir entre à ma personne à moi, qui, par contre, pour le coup, là, effectivement, je suis au singulier, je suis qu'une seule personne, mais qui est constituée de plusieurs choses. Et, là-dessus, je suis très très inspirée par Amin Malouf et le roman, je sais pas si c'est le mot roman, mais son livre en tout cas, Identité meurtrière, où justement il explique et il théorise l'idée selon laquelle toute personne n'est pas une identité au singulier, parce qu'on est toujours composé déjà de au moins deux êtres vivants qui ont participé au fait qu'on soit en vie et qu'on soit né. Peu importe si ces personnes-là sont nos géniteurs et nos parents qui nous ont élevés, si ce sont nos géniteurs et que d'autres personnes nous ont élevés, que ce soit de la famille ou des proches ou peu importe le contexte. Et même si on est des personnes donc dans son livre, il explique aussi que même si on est des personnes, ou peut-être que je l'ai étendu parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce livre, mais même si on est une personne qui a grandi dans le même lieu que ses parents et que ses grands-parents avant soi, et qu'on n'a jamais déménagé et jamais voyagé même de sa vie, on est quand même une multitude d'identités. Parce qu'on n'est pas non plus seulement que les identités de nos parents, on est aussi les personnes avec lesquelles on interagit. Et l'être humain est un animal social et on interagit forcément avec d'autres personnes, même si notre cercle est petit et restreint. Et ces expériences, ces personnes, ces interactions avec les autres personnes vont nous permettre d'évoluer et de ce qu'on appelle de grandir dans notre vie et donc de faire cette multitude et cette multiplicité. Et je pense que le fait aussi que j'ai réfléchi à tout ça, ça partait de base à de base à mon identité française et marocaine. Et auquel on m'a souvent posé la question, même en étant beaucoup plus jeune, de savoir si j'étais plus française ou plus marocaine, ou des fois, même pas en me posant la question, en me disant directement, mais tu es trop marocaine ou mais tu es trop française. Et vraiment à faire sa distinction, ou alors à me demander combien de pourcentage dans le sang j'ai, est-ce que je suis 50% marocaine ou 50% française, alors que ça n'a absolument aucun sens pour moi d'essayer de quantifier ou de mettre un pourcentage. Si jamais je me coupe et que j'ai du sang qui saigne, mon sang va pas me dire, ah là là, ça c'est du pourcentage. Ça c'est une conception qui a été faite par l'homme, qui est nécessaire pour faire des études, mais qui n'a aucune valeur pour moi lorsqu'on parle d'identité et de personnes.
tout comme l'identité qui vient même jusqu'à la nationalité. Lorsqu'on est binational ou même qu'on a plus de nationalités, on n'a pas la moitié des droits d'un pays parce qu'on a une autre identité. On a l'ensemble des droits et des devoirs d'un pays et on a l'ensemble des droits et des devoirs de l'autre pays auquel on a aussi la nationalité. Ah ouais, mais c'est super intéressant. Euh, alors, j'ai une question par rapport, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est d'être français? Et qu'est-ce que c'est d'être une Française ou qu'est-ce que ça veut dire de venir d'un pays de la France? C'est une très grande et une très vaste question. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être française? Beaucoup de choses. Euh, je pense que en me posant la question et en y réfléchissant du coup vraiment à cette question-là, euh, c'est déjà de base, ce sera toute mon enfance et toute ma jeunesse et même toute ma vie d'adulte, parce que même si je n'habite plus en France, j'y retourne très régulièrement. Euh, je pense que déjà pour moi être française, la première étape, c'est vraiment en termes de sentiments et d'émotions. Parce que c'est quand même en France que j'ai grandi. Donc, ça va être l'ensemble des lieux dans lesquels j'ai grandi ou dans lesquels j'ai ma famille, donc que j'ai visité régulièrement, ou mes amis proches, ou même des amis plus éloignés. Euh, donc, je pense que si on me demande ce que ça veut dire d'être française, ça va me ramener à toute la construction que j'ai eue en grandissant sur le territoire français. Euh, Après, c'est une question du coup qui peut aussi s'ouvrir à qu'est-ce que ça veut dire d'être française en vivant à l'étranger. Et là, ça va avoir, pour moi, ça va avoir une définition qui va varier un petit peu, mais qui va pas annuler l'ancienne, en fait, qui va s'ajouter. Donc, à l'ajout de mes émotions et de mes sentiments et des souvenirs et encore de mon attache. Parce encore une fois, j'ai une grosse attache à la France. Euh, Lorsque je suis à l'étranger, encore une fois, les personnes autour de moi vont pas interagir de la même manière en fonction de si elles sont françaises ou pas, et que si on est en France. Lorsqu'on est en France, déjà c'est une question qu'on se pose moins, je pense, parce qu'on grandit en France. Enfin, même pas forcément qu'on grandit, mais lorsqu'on habite en France et qu'on est entouré de personnes qui sont françaises, de nationalité ou de culture, enfin peu importe en fait, mais de français sur tous les sens et toutes les attaches qu'il peut y avoir, que ce soit d'une manière législative ou d'une manière sentimentale, ou les deux. Euh, c'est une question qu'on ne se pose pas parce qu'on y grandit, parce que c'est la normalité, c'est la norme et ce qui est normal puisqu'on est sur le territoire français. Lorsqu'on arrive dans un pays étranger, enfin dans un pays qui n'est pas la France, pardon, si on interagit avec des personnes qui ne sont pas françaises, j'ai un accent français lorsque je parle anglais, elles vont très vite entendre que du coup j'ai grandi en France et donc il va pas y avoir la même approche. Donc ça va faire un autre miroir de moi en tant que Française. Mais si je parle avec une personne qui est française dans un pays qui n'est pas la France et qui habite aussi dans ce pays-là, encore une fois, l'interaction va être différente parce qu'on va avoir d'autres sujets de conversation, d'autres sujets qui vont nous rapprocher, d'autres sujets qui au contraire vont nous différer. Mais donc ça va être un nouveau miroir encore. Je ne sais pas si je suis très claire, mais Oui, je pense. absolument. Mais quand on a discuté avant, tu as parlé des Mhm. valeurs de la France, les valeurs Exact. et tout ça, et tu as articulé un peu de ces valeurs. Est-ce que tu veux juste Oui, répéter? bien sûr, c'est vrai. Effectivement, pour moi, en termes de valeur de la France, j'essaie de me souvenir aussi du coup de ce dont on avait discuté en préparation. Mais c'est vrai j'avais parlé des valeurs de la France dans laquelle je me sentais vraiment très très proche.
avec justement tout ce qui était, encore une fois, de mon point de vue, mais de tout ce qui est ce qui va être le rapprochement de la société et le soutien de la société. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément en France et que je valorise d'autant plus depuis que j'habite à l'étranger, parce que je me rends compte à quel point on a de la chance et que c'est unique et que je souhaite le préserver au maximum. Justement toute cette solidarité, pas seulement entre personnes françaises, parce que ça, c'est comme dans tous les pays, ça diffère et il y a beaucoup de variétés, mais de l'État français qui va venir en soutien aux personnes euh, françaises ou non françaises, mais en tout cas, quand on est français à l'étranger, on va vraiment avoir ce soutien d'État et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien et vraiment quelque chose d'important aussi. Après, je sais que d'autres personnes n'auront pas la même attache aux mêmes valeurs de la France, mais je pense que je crois en fait profondément à la devise française de liberté, égalité, fraternité, qui, qui reprend vraiment ce que je souhaite pour la France, enfin ce que la France a et ce que je souhaite encore pour le futur de la France et de ne pas avoir aussi de distinction entre personnes françaises que peu importe si nos ancêtres est soit en France depuis des générations ou si au contraire on soit la première génération à être français ou si on soit que la deuxième ou troisième génération à être français ou qu'on ne soit pas encore français mais qu'on habite en France et on y soit, qu'il y ait vraiment cette approche de l'État et ce soutien de l'État et qui peut être mise en danger en fonction de certaines politiques qui peuvent être mises en place, mais enfin, qui est encore présente et que j'espère sera encore présente dans le futur. Ok, j'ai une autre question par rapport à une autre valeur de la France, c'est la Mhm. laïcité. Oui. Que penses-tu du rôle de laïcité dans l'influence d'identité française? Euh, Moi, la laïcité, c'est une valeur à laquelle je suis très, très, très attachée. Mais lorsque je pense à la laïcité, je pense à la laïcité telle qu'elle est inscrite enfin, la laïcité de 1905, selon laquelle l'État français n'est pas, ne, 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 n'est pas religieux, donc ne finance aucune religion et ne va favoriser aucune religion vis-à-vis de l'autre. Et pour moi, c'est très important parce que dans les faits, normalement, c'est censé pouvoir mettre en place un ensemble public dans lequel les personnes vont pouvoir exercer leur religion et pratiquer, pardon, pas exercer, pratiquer leur religion euh, sans problème et qu'on on n'ait pas à se poser la question, on n'ait pas à avoir peur de pratiquer sa propre religion et ou de ne pas avoir de religion et d'afficher sa religion ou de ne pas l'afficher sa religion, mais du coup, ça laisse vraiment la liberté aux personnes de décider elles-mêmes de leur religion et de leur pratique religieuse et de la manière dont c'est fait. Et là-dessus, je me bats, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, oui, enfin, si j'essaye de me battre pour essayer de faire en sorte que ça continue à être, à rester présent dans la vie française. Malheureusement, la laïcité, c'est qu'elle est très souvent récupérée par énormément de personnes de plein de bords différents, que ce soit politique ou religieux ou peu importe. Mais euh, j'ai un peu le sentiment que, enfin, c'est un sentiment, mais basé sur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, que toutes les personnes n'ont pas la même notion de la laïcité, que telle qu'en tout cas on nous l'a appris, enfin en tout cas que telle que je les ai appris à l'école quand j'étais à l'école primaire, secondaire en France, et que du coup il va y avoir une tentative de détournement de cette valeur de la laïcité pour faire quelque chose qui au final n'est plus de la laïcité. Et sous couvert de la laïcité, va faire des choses, va dire des choses, essayer de faire passer des lois ou je sais pas, peu importe, euh,
c'est pas que de la politique, c'est aussi les personnes telles qu'elles vont en parler dans la vie de tous les jours ou telles qu'elles vont l'approcher, mais qui vont avoir une sorte de jugement de valeur vis-à-vis de certaines pratiques religieuses qui ne vont pas qui selon elles ne vont pas être acceptables parce que c'est pas sous le couvert de la laïcité, alors qu'au final la laïcité, telle que je l'ai apprise en tout cas, c'était vraiment l'État n'a rien à voir avec la religion et ça n'a rien à voir avec au contraire l'État va devoir contrôler les pratiques ou les vêtements religieux de certaines personnes euh, parce que ça ne correspond pas à l'idée que certaines que ces personnes-là qui vont décider ont de la laïcité. Et du coup, ouais. Ah. Encore une fois, je sais pas si c'est clair. Non, oui, 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 c'est clair, c'est clair. J'ai une autre question et en fait, on n'a pas parlé de ça qu'on a préparé, mais c'est une question que Mhm. j'ai voulu savoir parce qu'en France, on ne peut pas parler d'ethnicité et racisme, Oui. en fait. Et est-ce que tu penses qu'en France, on distingue les couleurs de peau entre les gens? Est-ce que c'est un facteur d'identité en France? Euh, alors, je pense, encore une fois, de mon point de vue, qu'il y a une grosse tendance à ne pas voir les ethnicités et les couleurs de peau, comme tu le dis, des personnes. En tout cas, d'un point de vue sociétal. Parce que le racisme existe quand même. Les inégalités raciales existent en France et sont très très fortes, surtout en fonction des contextes. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment une tendance, oui, à ne, contrairement à d'autres pays tels que les États-Unis, à ne pas voir, ou en tout cas à ne pas vouloir voir les ethnicités et à vouloir tout le monde sous le prisme de l'identité française. Et là, pour le coup, l'identité française avec au singulier, où tout le monde doit rentrer dans cette catégorie. Et une fois que tout le monde rentre dans la catégorie de l'identité française avec un I au majuscule et sans S à la fin, que tout le monde sera égaux. Dans le principe, ça pourrait être, enfin, ça pourrait être génial, je pense. Mais le problème, c'est que du coup, ça voit pas, enfin, on ne voit pas, si on reste sur cette tendance-là, on ne voit pas toutes les inégalités euh, qui sont là en fonction en fonction des personnes, en fonction de là où elles grandissent, de leurs origines, de si elles sont de leur, de leur, pardon, j'ai plus le mot, mais pa- pa- des personnes en elles-mêmes et puis également de leurs ancêtres. Est-ce qu'elles ont été élevées en France? Est-ce qu'elles sont parlé français avant d'arriver en France? Est-ce qu'elles parlent français est-ce qu'elles ont appris le français en arrivant en France ou c'était déjà là? Est-ce que, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont présents et que si on ne voit pas la couleur de peau ou l'ethnicité, euh, ça va manquer et ça va être un problème. D'autant plus que, à mon avis, pour moi, en tout cas, ça fait partie de mes identités. Donc, peut-être que la société va justement pas me voir comme franco-marocaine, mais pour moi, je suis franco-marocaine. Donc, ça me semble aussi être une distorsion de la réalité entre la société qui va vouloir, au contraire, effacer les différences ethniques et les différences culturelles et les différentes origines des personnes pour essayer de tout mettre sous le prisme de l'identité française, alors qu'au contraire, en tout cas, je sais que moi, et mes proches, en tout cas, on s'est construite justement, c'est nos identités, comme on en parlait au début avec ta première question. Et donc, d'en renier une, ça ne fonctionne pas, ça nous renie une partie de nous-mêmes. Et j'irais même un peu plus loin que, il y a même je pense qu'il y a une grosse hypocrisie là-dessus parce qu'on parle énormément justement de l'identité française avec au singulier et avec le grand I et que on essaye de ne pas voir les couleurs de peau et les ethnicités en France,
Mais en même temps, quand on grandit en étant de cultures diverses et d'origines diverses, surtout en venant, en tout cas, je vais pas parler pour les autres parties du monde parce que je suis franco-marocaine, mais en tout cas en étant arabe, les personnes ne vont d'un coup plus voir qu'on est français. Donc, lorsqu'on parle dans les médias, lorsqu'on parle de la société officiellement, ils vont toujours nous parler de l'identité française, qu'il faut qu'on s'intègre, qu'on soit assimilé à l'identité française, etc. Mais au final, peu importe ce qu'on fait, on va toujours être renvoyé à notre identité, à la partie de notre identité en tout cas qui vient du pays qui n'est pas la France, du pays étranger à la France. Donc je trouve que c'est aussi très hypocrite de ne pas voir les ethnicités en France et les couleurs de peau et les différentes origines des personnes, quand au final, les personnes ne nous renvoient de toute façon que à ça, à notre couleur de peau, à nos origines, à nos cultures qui ne sont pas forcément les cultures françaises, à nos religions qui vont pas forcément être le christianisme ou être athée. Et donc c'est aussi très hypocrite, je pense. Donc, en fait, j'ai une question qui suit par rapport à Mhm. comment tu vois l'identité des jeunes d'origine étrangère, mais nés ou élevés en France et leur rapport à la sécurité. Oui, bah, je pense que c'est aussi lié du coup à la question qui venait d'avant, euh, parce que lorsque, encore une fois, c'est avec cette hypocrisie enfin, je vais vraiment parler pour moi, pas pour toute autre personne qui auront leur vécu et leurs propres réponses, mais euh, lorsque je grandis, même en tant qu'adulte, je vais présenter mes identités à la société et aux personnes autour de moi. Mais ces personnes ne vont pas forcément accepter mes identités. Elles vont arriver avec leur aperçu et leur croyance de la personne que je suis, ce qui du coup va faire un espace entre ce que je suis moi et ce qu'elles pensent être de moi sans véritable écoute. Mais du coup, ça va créer, je pense que ça, enfin, je ressens que ça crée une forme de violence qui du coup, vis-à-vis de moi. Je pense à ça avec le mot sécurité et parce que d'une part, ça veut dire que les personnes n'acceptent pas les identités que je leur transmets, qui sont de moi, qu'en plus, elles vont estimer savoir mieux que moi la personne que je suis, soit en me catégorisant uniquement comme arabe, soit en me catégorisant uniquement comme française. Euh, D'autant plus que souvent, c'est arabe dans le sens général du terme, alors que même en tant qu'arabe, je suis marocaine, donc il y a aussi des identités dans le monde arabe, bien sûr. Euh, et je pense que, enfin, je pense à ça parce que je pense que c'est d'autant plus présent dans certains milieux dans lesquels on peut grandir en France. Euh, Où j'essaie de trouver les mots et pour bien m'exprimer, mais parce que ce sentiment, du coup, enfin, cette violence, elle va être à une certaine échelle si je parle avec une seule personne. En tant que personne adulte, j'arrive à déconnecter mon cerveau, j'écoute même plus les personnes qui vont prétendre savoir mieux que moi la personne que je suis. Mais ça, c'est aussi dans un cadre où je parle avec une seule personne ou peut-être deux personnes et que ce sera dans le cadre aussi d'une conversation et où j'aurai aussi, comme malgré tout, la possibilité de répondre à ça. Mais en fonction du contexte, en fonction du lieu dans lequel je suis en France et du nombre de personnes et de la société et du pouvoir qui va aussi parler vis-à-vis de moi, ça va augmenter cette violence. C'est même plus, je pense qu'en fait, c'est même plus de l'insécurité, c'est vraiment de la violence, à mon avis. Parce que dans certaines villes de France où les populations qui y sont ont beaucoup
sont des personnes qui viennent qui soit ont migré avec leur famille, soit sont seconde ou troisième génération de personnes qui ont migré en France. Encore une fois, c'est la société. Et quand je dis la société, ça va être les discours sur les médias, ça va être les personnes politiques, ça va être des personnes qui, au final, ont plus de pouvoir, qui vont estimer savoir mieux que nous, les personnes que l'on est, que nous sommes, et vouloir nous l'imposer, au lieu de retourner la situation et qu'ils écoutent ce qu'on leur dit et qu'ils écoutent notre explication des personnes que l'on est, que nous sommes, et de dire d'accord, ok, on vous a entendu, on vous a écouté, on comprend ce que vous voulez dire, et de vraiment écouter, pas juste entendre. Et de dire, j'accepte, je t'ai entendu, je t'ai écouté, tu me dis que tu es telle personne-là avec ces identités-là, je l'accepte et je le prends en compte. Mais là, c'est plutôt dans le sens inverse, où les personnes sur les plateaux télé ou à la radio, les personnes qui sont dans les milieux policiers, administratifs, politiques aussi, qui vont arriver, qui vont dire, comme vous êtes français, vous devez être comme ça, avec une sorte, comme s'il y avait une sorte de grille sur laquelle on devrait être. Et si on ne correspond pas à tous ces critères, ça veut dire que d'office, on est exclu. Et du coup, par rapport à ça, ça va augmenter la violence plus que l'insécurité même et qui va arriver même parfois à des drames parce que, qui peuvent être vraiment terribles parce que consciemment, on rentre pas dans la grille. Ils vont en être convaincus, ils vont en être d'autant plus convaincus qu'ils vont parler entre enfin, je ne veux pas parler encore une fois à leur place, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai de ma perspective, qu'ils vont en parler entre eux, entre personnes qui ne sont pas concernées par le sujet de nos identités, et qui du coup vont arriver dans la ville, dans le lieu, dans ce milieu-là, où il y a plus de personnes issues de l'immigration, comme on pourrait dire, qui vont avoir leurs préjugés et qui vont arriver avec avec leur violence, que ce soit verbale, que ce soit physique, jusque pouvant aller vraiment sur même parfois jusqu'à des meurtres parce qu'on n'est pas rentré dans la catégorie et que du coup, ça correspond à leurs préjugés qu'ils ont que c'est bon, on est tout de suite exclu. Et Tu as parlé du fait que il y a une crainte par le public de quelque chose qui peut arriver, et par contre, la crainte des jeunes, c'est des choses qui sont arrivées à eux. Tu peux expliquer ce que tu as voulu dire de ça? oui, bien sûr. Ça, alors, euh, lorsqu'on en avait parlé, c'était l'idée aussi que je pense qu'il y a aussi énormément de personnes en France, enfin, dans beaucoup de pays du monde, mais on est en train de parler de la France, en fait, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas des personnes qui sont migrantes ou issues de l'immigration, qui ne connaissent pas des personnes qui ont des cultures qui peuvent être vraiment différentes des cultures dans lesquelles ils et elles ont grandi, et du coup, qui vont avoir peur. Mais selon moi, c'est une peur qui, même si elle est complètement respectable, parce que toute émotion, à mon avis, est respectable et doit être prise en compte, c'est pas une peur qui est basée sur des faits réels et sur du concret. C'est une peur sur la projection de ce qui pourrait arriver, donc sur une hypothèse. Alors que la peur et les peurs qu'on peut avoir lorsqu'on grandit dans certaines villes de France et qu'on est personne migrante ou issue de l'immigration, euh, de ce que je connais, elle est, euh, elle est basée sur des faits réels.
la violence dont je parlais justement, que ce soit avec que ce soit des mots violents ou des réflexions violentes ou même de la violence physique, voire pour aller jusqu'au meurtre, c'est réel, c'est concret et on la connaît. Enfin, pardon, je dis on, mais parce que je sais pour en avoir parlé autour de moi que je suis pas la seule à penser et à avoir ce ressentiment-là. Mais on la connaît, on l'a vécu. euh, on l'a vécu plus ou moins proche, mais on l'a quand même vécu, on la ressent, on l'a ressenti, et que ce soit à différents niveaux en plus, que ce soit par la réflexion de la personne dont je parle, enfin, hypothétiquement bien sûr, mais avec laquelle on peut parler dans la vie de tous les jours et qui va avoir la réflexion raciste, qu'elle s'en rende compte ou pas, mais malgré tout, ça reste une réflexion qui n'est pas acceptable. Que ce soit avec la personne voisine, que ce soit avec la personne collègue, ou que ce soit à l'écoute justement sur les plateaux télé ou de radio, qu'on entende qu'on n'est pas français, qu'on est réduit encore une fois à quelqu'un qui n'a pas lieu et qui n'a pas sa place en France, alors que nous sommes français, et pas seulement sur le point de vue législatif, mais aussi sur le point de vue émotionnel, identitaire, enfin sur énormément de choses. Ça reste aussi violent parce qu'on a l'impression du coup de ne plus avoir notre place dans notre propre pays, et aussi sur le point de vue de la législation parce que on en parlait la dernière fois, mais depuis que je suis au collège, j'entends parler de la potentialité selon laquelle je pourrais perdre ma nationalité française parce que je pourrais avoir une seconde nationalité. Et ça veut dire que depuis le collège, mon conscient a appris à savoir que potentiellement, du jour au lendemain, je ne serai plus française et donc que je devrais quitter la France. Je sais que j'habite à l'étranger, mais malgré tout, comme je l'expliquais, j'ai des liens avec la France, j'y retourne très régulièrement, j'ai ma famille sur place, mais que du coup, on devrait tous partir, que sans notre consentement, qu'on ne serait plus les bienvenus, qu'on aurait la perte de beaucoup de choses, que ça voudrait dire que si on revient en France, on devrait avoir de demander des visas, s'ils nous accepteraient les visas, parce que bon, ça serait dans des cas vraiment très particuliers. Et c'est jeune le collège pour commencer à réfléchir à tout ça. Et je dis que j'en entends parler depuis le collège, mais en fait, je pense que j'ai commencé à le conscientiser au collège. Mais avant même le collège, j'avais déjà la sensation que quelque chose pouvait arriver parce que j'étais une enfant lorsque, en 2002, le Front National est arrivé au second tour des élections des présidentielles. Et j'étais vraiment très, très jeune. Et déjà, à ce moment-là, du coup, ça voulait potentiellement pouvoir dire qu'on n'était plus les bienvenus chez nous. C'était quelque chose, mais que j'arrivais pas à comprendre. En même temps, on est une enfant, donc on grandit avec ça. Et lorsque j'en parle avec des personnes qui, peu importe si elles sont binationales ou avec, en tout cas, issues de l'immigration ou elles-mêmes ayant migré de leur de leur vivant, à la question de savoir quand est-ce qu'on a conscientisé qu'on avait plusieurs cultures et plusieurs identités, on est incapable de répondre. Ça a toujours fait partie de notre vie, que ce soit pour le positif, comme que ce soit pour les moments de crainte et de peur, qui n'est pas le cas pour les personnes qui ne sont pas issues de l'immigration ou qui n'ont pas migré elles-mêmes. Mais du coup, toutes ces violences-là qu'on a vécues et avec lesquelles on a... Et oui, du coup, euh, en 2002, donc lorsque le Front National est arrivé pour la première fois au second tour des élections, encore une fois, j'étais très jeune et j'étais pas en capacité de tout comprendre, mais dès l'enfance, au final, j'ai dû comprendre, j'ai dû apprendre, enfin j'ai grandi. Enfin, il n'y a même pas du coup de date d'entrée par rapport au fait que potentiellement quelque chose pouvait arriver à cause de ce que la politique pouvait nous faire. Euh, et, euh, et tout ça pour dire que lorsque l'on grandit lorsqu'on est personne migrante ou issue de l'immigration en France, on n'a pas de moment où on réalise nos ethnicités au pluriel. Et
Et c'est quelque chose avec lesquels j'ai discuté avec des amis à moi dans le même cas que moi et qui sont d'accord avec moi, qui n'est pas la même chose pour mes amis qui ne sont pas issues de l'immigration ou qui sont elles-mêmes migrantes, parce qu'elles n'ont pas eu la question à se poser avant d'être confrontées à cette question-là. Et donc, pour moi, le, les violences qui sont subies, qu'elles soient plus ou moins importantes par les personnes telles que moi, immigrantes ou issues de l'immigration, on a grandi avec, on les connaît. On les connaît pas forcément toutes, mais en tout cas, on en connaît un certain nombre, chaque personne, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, qu'on le veuille pas, mais on les connaît quand même. Du coup, je pense que la peur que on peut ressentir lorsqu'on est une personne issue de ce milieu-là est différente. Je veux pas dire qu'elle est plus valide parce que encore une fois, quand on arrive en termes d'émotion, chaque personne a sa propre émotion, sa propre émotionnalité qui est à prendre en compte dans tous les cas. Mais de notre point de vue, elle est basée sur quelque chose de concret qui s'est déjà produit dans notre vie, qui se produit potentiellement encore dans nos vies et qui par conséquent a des très grands risques de se reproduire. Enfin, pas forcément par conséquent, mais étant donné qu'on l'a déjà vécu et connu, c'est difficile de se dire qu'elle n'arrivera pas à nouveau. Surtout quand on sait que, en fait, elle va réarriver à nouveau parce qu'il n'y a pas la structure pour la protection. Notamment, je pense aussi, par exemple, au système policier en France, avec il y a plein de différents violences qui peuvent être faites par le système policier et ça peut aller jusqu'à avoir des personnes qui meurent, enfin des personnes tuées comme on l'a pu le voir cet été, mais même sans aller dans le cas aussi extrême, que ce soit le contrôle aux faciès ou qu'on peut avoir de la crainte et du ressentiment juste à l'idée de voir la police parce que potentiellement on va être plus contrôlé parce on n'est pas de couleur de peau blanche ou parce que notre patronyme ne va pas être français selon l'idée de telle personne policière ou parce que on vient de telle ville et que telle ville est connue pour avoir plus de personnes issues de l'immigration, etc. Et du coup, c'est des violences qui sont vécues au quotidien. Alors que, donc, comme je disais tout à l'heure, la crainte et les peurs euh, des personnes qui ont peur de l'immigration, qui ont peur des personnes migrantes, au final, c'est de la peur de l'inconnu pour moi. Mais du coup, si elles apprennent à connaître, si les personnes apprennent à connaître, la peur partira d'elle-même. Et on a eu beaucoup de cas et d'exemples. Alors, je ne les ai plus en tête le nom des villes, mais il y a eu notamment des très bons films qui ont été produits sur ce sujet-là, avec des personnes, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, des familles réfugiées syriennes qui fuyaient la guerre en Syrie en 2015 qui sont arrivées dans des petites villes ou des villages de France, et j'en ai vu un aussi sur le Royaume-Uni, donc c'était à peu près la même histoire. Et les personnes du village étaient absolument contre l'arrivée de ces nouvelles familles, parce que elles ne connaissaient pas, elles, donc elles avaient peur. Et elles pensaient que elles étaient du coup, elles, familles françaises, et dans le cas du film que j'ai vu britannique, qu'elles étaient en danger parce que leur quotidien allait être bouleversé, parce que leur culture allait être bouleversée, parce que le- leur, euh, leur vie allait être bouleversée. Et au final, au fur et à mesure qu'ils apprenaient à connaître les personnes, elles se rendaient compte qu'au contraire, c'était un apport et que c'était un ajout. Et que oui, effectivement, ce ne sera pas la même chose qu'avant. Mais il n'y a aucune raison d'avoir aucune crainte parce que ces personnes ne sont pas dangereuses en fait. On est des êtres humains comme tout le monde et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Effectivement, les crimes arrivent, mais les crimes arrivent partout et les crimes arrivent de toute personne, de toute personne de tout genre, on sait qu'il y a des tendances en fonction d'un certain nombre de facteurs, mais quelle que soit la religion, le genre, le sexe, l'origine, l'ethnicité,
ça arrive. Mais pourquoi avoir peur plus d'une personne que de l'autre lorsque dans les faits et dans les preuves et dans les chiffres et dans les connaissances, il y a peu de chances, il y a peu de risques que ça arrive. Et je pense aussi que ces personnes-là, elles ont peur. Encore une fois, c'est l'impression que j'ai ou que je ressens en étant de l'extérieur. Et pour aussi avoir parlé un petit peu, mais bon, je ne veux pas non plus parler pour tout le monde. Enfin, c'est encore une fois de mon point de vue et de mon ressenti. Mais elles ont peur parce que d'un coup, il y a un changement, sans se rendre compte qu'en fait, il y a constamment un changement. Et que notre vie n'est jamais la même, même si on a l'impression qu'on a les mêmes habitudes, etc. On évolue tout au long de notre vie. On n'est pas la même personne lorsqu'on est nourrisson, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent, jeune adulte, adulte moyen, adulte plus mûr. Et c'est le principe même de la vie, d'évoluer tout le long de la vie. Et même si on habite toujours dans la même ville, avec entouré des mêmes personnes, on évolue. On n'est pas la même, on n'est pas la même personne, on n'est pas le même être humain en fonction de la vie. Et je pense que ce sont je pense, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les personnes qui ont peur des bouleversements soudains ne se rendent pas compte qu'en fait, l'évolution et les changements arrivent tout le temps. Et même en termes d'histoire sociétale, enfin, l'histoire avec un grand H nous le montre bien. La France telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas la même que la France des années 2000 ou même du 19e siècle ou du 20e ou au fur et à mesure des siècles, on pourrait remonter très très loin. Et donc, ça n'a pas de sens de vouloir protéger quelque chose. Enfin, ça n'a pas de sens de vouloir dire que quelque chose est immuable et que ne bougera jamais alors qu'elle bouge constamment. Et je pense aussi que la dernière chose qui augmente la peur, voire qui la fait passer même en angoisse par rapport aux personnes qui ne connaissent pas et qui du coup vont... ouais. Et je ne parle pas des personnes vraiment profondément racistes, euh, euh, qui, à mon avis, n'est pas la majorité ou en tout cas, j'ose l'espérer, n'est pas la majorité de la population française, mais qui va être vraiment profondément raciste avec toutes leurs idées, etc. Je parle pas du tout des personnes parties de ce groupe-là. Mais donc, les personnes qui vont pas connaître et qui, du coup, vont avoir peur par méconnaissance, elles vont aussi avoir beaucoup de préjugés par rapport à ce qu'elles vont pouvoir entendre autour d'elles, que ce soit dans leur cercle restreint, familial et de proximité, amis, etc., ou justement en termes de médias et de grands médias. Et je trouve que dans les médias n'aident absolument pas à calmer la peur. Au contraire, j'ai l'impression que pour avoir plus de buzz, plus de vues, plus d'écoute, euh, et certainement, ou peut-être, je n'en sais rien, mais d'autres raisons qui sont incompréhensibles pour moi, mais vont au contraire augmenter ce sentiment de peur. Parce que si on a peur, on va plus regarder, on va plus s'intéresser. Enfin, c'est même pas de l'intérêt en fait, c'est plus justement se mettre dedans sans réellement s'intéresser et donc sans réellement connaître. Et donc, si la personne ne connaît pas de personnes migrantes, enfin, une personne française ne connaît pas de personnes issues de l'immigration ou migrantes, et qui va regarder la télé ou écouter la radio, ou peu importe le type de médias sur lesquels elle va trouver l'information, en écoutant constamment que une personne arabe est forcément une personne voleuse, qu'elle est une personne dangereuse, que il va y avoir plus de crimes avec si on vient de tel ou de tel pays ou qu'on est de telle religion. Forcément, ça va rentrer dans la tête et forcément, ça va rentrer dans le cerveau. Et lorsqu'elle va trouver face à une personne, donc là j'ai pris l'exemple d'une personne arabe, lorsqu'elle va retrouver face à une personne arabe, elle va avoir peur parce qu'il y a tous les préjugés qui vont ressortir d'un coup. Au lieu de... Donc, à son propre niveau, si c'est tel est le cas, je conseillerais de se calmer, de prendre une grande respiration et de se rappeler que c'est une personne, être humain en face d'elle et qu'il y a une conversation qui est possible. Peu importe le langage que l'on parle et peu importe la langue que l'on parle, il y a toujours une discussion qui est possible. C'est toujours possible. Et
Et je pense que du point de vue des médias, moi, ce que j'aimerais bien, mais enfin bon, c'est encore une fois que mon impression et j'ai conscience que ça va pas changer. Enfin, je crains que ça ne change pas tout de suite, mais j'ai espoir quand même. Mais que les médias arrêtent de... Enfin, en fait, pour moi, il y a deux choses. Soit les médias, les personnes qui décident du coup du thème et des invités sur les plateaux télé sont profondément racistes et c'est pour la raison pour laquelle on a autant de violences qui sont prononcées dans les grands médias. Mais ça me rendrait très triste si c'était vraiment le cas pour tous ces médias. Soit c'est qu'ils ne connaissent pas. Et dans ces cas-là, ce qui serait quand même extraordinaire à faire. Je suis pas journaliste, donc encore une fois, je ne veux pas parler pour apprendre le métier. J'ai pas fait d'études de journalisme, etc. Mais par rapport aux études que j'ai pu faire, c'est déjà d'inviter des personnes qui connaissent les sujets plutôt que d'inviter des personnes qui vont juste faire le buzz. Et aussi d'avoir peut-être plus un rôle de médiateur. Enfin, je sais pas, je veux pas rentrer dans ce qu'ils devraient faire parce que je suis pas journaliste et c'est pas à moi de même essayer de dire comment le métier se fait. Mais je trouve qu'ils Mais crient beaucoup. finalement, juste pour finir Oui, un peu, finalement, en fait, tu dis que l'identité et la peur des autres, c'était aussi à cause des médias et la manière que les médias présentent oui, l'identité des autres et qui augmente cette peur et la oui, crainte qu'il peut avoir à l'un à l'autre. oui, Donc, et c'est important. Mais il y a une question finale que oui, j'ai par rapport à la famille. oui, L'importance de ta famille qui est français-marocain, franco-marocain, mais la famille est quand même super importante pour toi et surtout pour toi qui voyage tout le temps, qui habite dans l'étranger. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots pour finir l'importance de cette famille, pour ton identité. oui. Bah, je sais que pour moi, ma famille m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui et de me construire. Et j'ai la chance et le privilège d'avoir une famille où justement ces identités en moi n'ont jamais été un problème et au contraire. Et qui m'a toujours bien expliqué que c'était un ajout, que j'étais française et marocaine, marocaine et française. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir justement des bases solides et qui m'ont permis ensuite de vouloir découvrir le monde et découvrir d'autres pays et découvrir d'autres cultures que je ne connaissais pas forcément avant. Et tout en sachant que j'avais cette base solide vers laquelle je pouvais revenir ensuite. Donc, c'est sûr que ça, elle a été et toujours d'ailleurs, hein, parce que je pense à mon enfance, c'est pour ça que je le mettais au passé, mais enfin, c'est toujours dans le présent. Euh, oui, une acceptation des identités en fait que je suis. Et d'abord donc dans l'explication et dans la construction qui m'a permis de devenir la personne que je suis, mais en tant que personne adulte, d'accepter aussi la personne que je suis devenue et que je deviens aussi tous les jours. Et je pense que ça aussi, encore une fois, c'est important. Que ce soit la famille ou on parle des sociétés, mais encore plus parce que c'est les personnes qui nous sont le plus proches dont on a besoin du soutien, qui nous permettent aussi justement de repartir dans le monde plus global si notre cercle proche et restreint est avec nous et nous soutient. Je pense que ça nous permet d'avoir une grande force et de pouvoir continuer ensuite. Wow, merci beaucoup. Merci pour cette discussion très passionnante, très intéressante. Et je te souhaite une bonne chance pour la vie et tout. Merci, bah, merci de m'avoir invité.